Le 30 mars 2010, une date désormais gravée dans le marbre pour le grand collisionneur de hadrons, l'accélérateur de particules le plus puissant au monde, le jour où le LHC a démarré à des énergies inédites. Depuis, les collisions s'enchaînent dans les détecteurs et leur analyse porte la promesse de nouvelles découvertes de physique. Dans cette édition de What's New at CERN, nous allons faire le bilan des performances de la machine, mais aussi parler de son mode d'exploitation qui est en cours de changement. Tout cela avec nos invités aujourd'hui, Steve Myers, le directeur des accélérateurs et de la technologie, et Yves Schutz, physicien dans l'expérience ALICE. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais il me manque deux personnes essentielles à cette émission. François, Stéphane, où êtes-vous ? Anna, nous sommes à Microcosme, l'une des expositions permanentes du CERN. Le LHC accélère et collisionne des protons à très haute énergie. De l'énergie de cette collision naissent des particules élémentaires qui nous permettront de mieux comprendre la naissance de l'univers. Et François, comment est-ce qu'on accélère les particules ? Nous utilisons des cavités dans lesquelles des champs électriques accélèrent des particules chargées. Les protons qui sont chargés positivement sont attirés par une charge négative et repoussés par une autre positive. En répétant ce processus sur une certaine distance, nous accélérons les particules. A tout de suite, Anna. À tout de suite. Merci François, Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anna. Bonjour. Donc Steve, bonjour, merci d'être avec nous. Le LHC a très bien fonctionné au-delà de toutes les prévisions. Que pouvez-vous nous dire sur les performances de la machine ? Bon, depuis le début, le 30 mars, le taux des événements qui arrivent, ça a augmenté par un facteur de 6 millions. Facteur de 6 millions. Oui, de 6 millions. Mais depuis le début de cette année, ça a augmenté par un facteur de 30. Maintenant, on a fait une année incroyable, point de vue de performance. On a fait ça s'appelle ça luminosité intégrée. Ça veut dire que c'est le numéro des événements que les physiciens peuvent accumuler sur les machines. Et puis, on a dépassé plus qu'un facteur de 5 de la prévision pour la journée. On a prévu une valeur de 1, on est arrivé à une valeur de 5,6, 5,7. Ah, donc 5 fois plus que 5 fois plus, ce qui était prévu. Mais justement, concernant la performance du LHC, l'équipe vidéo est allée rencontrer le professeur Lucio Rossi, qui a dirigé la construction des aimants du LHC et qui est très fier du mode d'exploitation de la machine. Ça, c'est vrai qu'il peut paraître très bizarre, mais l'LHC, c'est le prototype de lui-même. On ne les connaît pas encore complètement, cette machine. Cette machine, moi, j'appartiens à l'équipe qui l'a conçue, qui l'a, construit, qui l'a mise en place, mais on sait plus ou moins où on y va, mais on ne connaît pas exactement. C'est comme une voiture de Formule 1, non? Vous savez, l'ingénieur qui l'a construit, après, il donne la voiture à l'agent qui l'a conduit. Schumacher pour la Ferrari, aujourd'hui Vettel pour la Red Bull. Bien sûr, les pilotes, qui sont notre amis, qui sont dans la salle de contrôle, sont vraiment des pilotes. Ils poussent la machine au maximum. Ils trouvent des performances que même on ne s'entendait pas. Et donc, ça démontre qu'on a des pilotes très bons. Hein. Il faudra donner à Mike LeMond et compagnie certainement les grands prix de Formule 1. Il faut donner aux médailles. Mais il faut dire aussi, et ça c'est pas pour nous, les ingénieurs, les concepteurs, c'est-à-dire que la machine est très bien conçue, très bien construite et très bien assemblée ensemble. Bonjour Yves, la moisson exceptionnelle des collisions jusqu'ici est une très bonne nouvelle pour les expériences, notamment ALICE. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est plus de données? D'abord, comme vous pouvez vous l'imaginer, la communauté des ions lourds attend avec une impatience indescriptible cet événement saisonnier et avec d'autant plus d'impatience que le LHC nous a promis cette année un taux d'événements tout à fait exceptionnel de l'ordre à 10 voire 50 fois plus que l'année dernière. Donc cela signifie bien évidemment beaucoup plus de données, mais aussi la chance rare de pouvoir sélectionner, de faire des tris parmi cette quantité de données, des événements les plus rares et bien sûr les plus intéressants pour nos objectifs scientifiques. Donc évidemment, pour chercher ce qui est très rare, il en faut beaucoup plus. Exactement. Merci. Donc François, toi, tu vas nous expliquer comment on évalue les performances d'un accélérateur. Donc c'est tout en lumière aujourd'hui. On va essayer de faire ça en lumière, donc on va s'équiper et en moins d'1 minute.
Dans le LHC, on accélère des particules afin qu'elles entrent en collision au sein de 4 détecteurs. À terme, le LHC accélérera environ 2800 paquets composés de près de 100 milliards de protons chacun. Chaque paquet fait quelques centimètres de longueur et est plus fin qu'un cheveu. À chaque fois que 2 paquets de 100 milliards de protons se croisent, il n'y a environ que 20 collisions. Mais comme il y a 2800 paquets et qu'ils sont accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, on obtient quand même près de 600 millions de collisions par seconde. Le nombre total de collisions doit être très élevé pour pouvoir observer des événements très rares. La luminosité est la mesure utilisée par les physiciens pour évaluer l'efficacité d'un accélérateur et donc sa capacité à produire un grand nombre de collisions. Plus la luminosité est élevée et plus le nombre de collisions générées chaque seconde sera important. Donc inutile de mettre des lunettes et pas de risque d'attraper un coup de soleil à cause de la luminosité du LHC. Donc Yves, dans quelques jours, les collisions d'ions lourds vont commencer. Des noyaux de plomb vont entrer en collision dans le LHC. Pourquoi l'expérience ALICE étudie-t-elle ces collisions d'ions lourds? D'abord, le plomb, c'est le plus gros morceau de matière que le LHC s'est accéléré. Et nous allons mettre à profit la quantité d'énergie disponible dans ces collisions de noyaux de plomb pour chauffer de la matière et éventuellement la fondre et recréer un état de la matière qui n'existe plus actuellement et qui s'appelle le quark gluon plasma, ou en plus court le QGP. Alors, étudier les propriétés de ce quark gluon plasma va nous donner un certain nombre d'informations fondamentales sur la structure de la matière, va nous apprendre par exemple quelles sont les propriétés fondamentales de l'interaction forte, qui est l'interaction qui structure la matière, et va nous apprendre comment la matière a acquis sa masse, et aussi quelle est la nature de la matière primordiale qui est en fait à l'origine de toute matière de l'univers. Un réel retour aux sources, si on peut dire. C'est un retour aux sources, mais très très loin en arrière. Très très loin en arrière. Et Steve, pendant 2 jours avant cette exploitation avec les ions de plomb, le LHC va produire des collisions inédites entre protons et ions. Mais ça, c'est une première. En quoi est-ce intéressant pour la physique? Oui, c'est peut-être mieux de poser la question à Yves, mais pour nous, c'est assez difficile de collisionner les protons avec les ions lourds parce qu'ils ont une fréquence de circulation sur le 27 km qui sont complètement différents. Il faut beaucoup travailler pour être sûr qu'ils collisionnent dans les bons endroits. D'accord. Vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose à cette... Déjà, les expériences, et particulièrement ALICE, aiment poser des défis au LHC. Alors, proton-noyau, très simplement, pour comprendre ce qui se passe lors d'une collision, il faut d'abord savoir quels sont les éléments qui rentrent dans la collision. Donc, bien comprendre le noyau de plomb passe par faire des collisions proton-noyau. Très bien, merci beaucoup. Et François, tu as des nouvelles sur ce qui s'est passé au CERN ces derniers mois? Oui, tout à fait. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois. Entre autres choses, sur l'antimatière. La plupart du temps, nous accélérons des particules et nous les faisons entrer en collision. Mais pour étudier l'antimatière, nous devons au contraire les ralentir les particules d'antimatière pour les capturer. Alors le 28 septembre dernier a été lancé le projet ELENA, qui est l'acronyme anglais pour anneau d'antiprotons à très basse énergie. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un anneau qui va être ajouté au décélérateur d'antimatière qui existe déjà actuellement. Et on va essayer de ralentir encore plus les antiprotons. Ceci, c'est dans le but de fournir beaucoup plus d'antiprotons aux expériences sur l'antimatière. Et ces expériences, parmi d'autres choses, elles essayent de produire des atomes d'antihydrogène afin de les étudier. Alors, ELENA va entrer en service en 2016 et plusieurs instituts ont déjà exprimé leur intérêt pour rajouter des expériences aux 5 expériences qui existent déjà. Enfin, les 13 et 14 octobre dernier, à Lund, en Suède, des représentants de grands laboratoires européens se sont réunis pour parler de nouvelles pistes de gestion de l'énergie, des infrastructures scientifiques, échanger les meilleures pratiques en la matière et renforcer leur coopération. C'est la première fois que les grands laboratoires se retrouvent pour collaborer sur ce thème. Et l'idée est d'améliorer la gestion de l'énergie, d'augmenter la récupération énergétique pour réduire l'empreinte carbone laissée par toutes ces grandes installations. Alors, l'atelier de 2 jours était organisé par le CERN, la Source européenne de spallation et l'Association européenne des installations de recherche nationales. Donc beaucoup d'activités et beaucoup de gens qui se rencontrent. Alors merci François. Et Stéphane, tu nous emmènes en voyage? Anna, je vous propose un retour aux sources. Suivez-moi.
Me voici là où tout commence, ou plutôt là où le LHC commence. Je suis devant sa source de protons. Ces protons qui vont se collisionner dans le LHC un petit peu plus loin. Les protons sortent d'une simple bouteille d'hydrogène, un peu comme celle-ci. Un atome d'hydrogène, c'est un proton avec un électron. On chauffe le tout et une très forte décharge électrique suffit à séparer l'un de l'autre. Ça se passe ici. Les protons sont ensuite regroupés en petits paquets et accélérés par le premier élément de la longue chaîne qui mène au LHC, le LINAC2. Une microseconde plus tard, à 34 mètres d'ici, ils sont déjà à 1/3 de la vitesse de la lumière. Le LHC génère plusieurs centaines de millions de collisions de protons par seconde. Ça paraît beaucoup, mais en fait c'est très peu. Cette bouteille d'hydrogène est remplacée en fait 2 fois par an pour assurer un fonctionnement à la bonne pression. Le LHC n'accélère pas que des protons, il accélère aussi un autre type de particules, les ions plomb. Allons voir où se trouve leur source. Ici, pas de bouteille, mais un simple petit morceau de plomb. Le principe reste à peu près le même. On chauffe le plomb et ensuite on arrache des électrons aux atomes de plomb. Ils deviennent ainsi des ions avec une charge électrique pour pouvoir être accélérés dans la chaîne d'accélérateur, puis dans le LHC. Moi je m'arrête ici. Les protons et les ions plomb, eux, continuent leur voyage de plusieurs millions de kilomètres à travers le LHC jusqu'au grand choc des collisions. A tout de suite. Un joli voyage, oui, merci beaucoup excellent. Stéphane. Steve, quelle est la prévision pour l'exploitation du LHC pour l'an prochain? Est-ce qu'il va encore augmenter ses performances? Oui, mais ça ne va pas augmenter à la même vitesse qu'on a fait dans le passé. L'année prochaine, je crois qu'un facteur de 2, ça sera vraiment très bien déjà, parce qu'on a déjà passé le performance prévu dans le design report. Tout à fait, c'est quand même un facteur de 2 sur ce que vous avez déjà accompli. Oui. C'est déjà beaucoup. Et à plus long terme, quel est l'avenir des accélérateurs? Plus long terme, on a pas mal de upgrades, les performance improvements. Ce qu'on va faire, on va augmenter la luminosité. La luminosité, c'est le taux des collisions par seconde. Et puis, on va faire ça. On a un premier shutdown à la fin de l'année prochaine. Le shutdown sera 2013 jusqu'à 2014. Un shutdown, c'est la fermeture de l'accélérateur? La fermeture de la machine pendant une période pour faire d'abord l'entretien et aussi pour améliorer la performance. Et le premier shutdown 2013, on va réparer les connexions entre les aimants et ça va nous permettre d'augmenter l'énergie presque aux 7 TeV par faisceau. Ça veut dire qu'environ l'énergie prévue au début. L'énergie prévue initialement, donc 7 téraélectronvolts, merci beaucoup. Stéphane, toi, il ne s'agit d'accélérateurs pas qu'au CERN, on en parle ailleurs aussi. Oui, absolument, Anna. Et la physique des particules a tourné une page importante de son histoire le 30 septembre dernier, avec la fermeture de l'accélérateur Tevatron, ce collisionneur de protons, antiprotons qui fonctionnait depuis 28 ans à Fermilab, près de Chicago. Avant le LHC, c'était l'accélérateur le plus puissant du monde. Au moment de cet arrêt, qui était d'ailleurs filmé et retransmis sur le web, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle de contrôle de cette machine, ainsi que dans les expériences D0 et CDF, les expériences du Tevatron. Le Tevatron a réalisé beaucoup d'avancées depuis 28 ans, et sa découverte la plus connue, c'est la découverte du quark top, le dernier quark qui manquait au tableau de chasse des physiciens. Le Tevatron est certes arrêté, mais les expériences vont continuer encore pendant un certain temps à analyser toutes les données qui ont été accumulées. Et on fait un petit salutation à nos amis de Fermilab. Ensuite, la rubrique des naissances. J'ai ici avec moi, et je voudrais vous présenter une nouvelle brochure. Une brochure qui dresse un tableau de la physique des particules aujourd'hui dans le monde. Intitulée « Les flambeaux de la découverte », cette brochure explique les enjeux de la physique des particules et ses retombées dans notre vie de tous les jours. Elle a été lancée lors la 10e réunion de l'ICFA, le Comité international pour les futurs accélérateurs, qui s'est tenu d'ailleurs au CERN au début du mois d'octobre. Vous pouvez trouver cette brochure sur le web à l'adresse qui s'affiche ici juste en dessous. Et voilà. Merci beaucoup Stéphane. Donc Yves, quels sont les objectifs pour Alice d'ici la fin de l'année? Déjà, le premier objectif, c'est de faire le meilleur usage possible de toutes les collisions que va nous fournir le LHC. Bien sûr, on va enregistrer autant de données que nous le permettent les détecteurs et les ressources de calcul.
Nous avons déjà l'arme au pied, toute une armée de physiciens bien aguerris pour analyser ces données. Mais bien sûr, il faudra attendre un peu, il faut être patient. Rappelez-vous, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Très joliment dit. Et Steve, quelques mots pour la fin? Pour la fin, pour nous, on va faire le maximum pour nos collègues, pour les ions lourds. Après, on a un arrête pour Noël, pour entre 11 et 12 semaines. Et après, on va recommencer de nouveau. Une belle collaboration, beaucoup d'efforts. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci François, merci Stéphane. Vous pourrez revoir cette émission sur notre site internet, mais aussi sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, même endroit, même heure.